En 1984, à Tampa, en Floride, les enquêtes pour meurtre s'accumulent. Plusieurs cadavres sont découverts. La ville n'avait jamais connu une affaire de tueur en série de cette envergure. Le nombre de victimes ne cessait d'augmenter et la population s'est mise à avoir très peur. We have charged him with 9 counts of first-degree murder, plus other charges of sexual battery and rape. Le tueur s'appelle Bobby Joe Long. On soupçonne Long d'avoir commis plus de 50 viols en Floride. Bobby Joe Long était un véritable monstre. Il ne se contentait pas de violer ses victimes, il leur tranchait aussi la gorge. We had thought Long would be charged with one murder. We were stunned when investigators unloaded 9 counts of first-degree murder on him. It all happened so fast and was executed with such necessary secrecy. Mais Cindy, son ex-femme et leur fils Christian ont connu et vécu avec un tout autre Bobby Joe Long. Bob était un excellent père. Il adorait ses enfants, il les aimait de tout son être. Pour moi, mon père était un peu le père idéal qu'on voit dans les livres. Il m'a appris à chasser le lapin. Celui que j'ai épousé n'avait rien à voir avec le monstre qui violait et tuait ses femmes. C'était un homme formidable. Quand je regarde ma famille et mes enfants, ça me brise le cœur. Parce que je sais que quelque part, d'autres ont perdu leur enfant ou celle qu'ils aimaient à cause de mon père et de ce qu'il a fait. Quand j'y pense, c'est terrible. Ça me ronge. Cindy Brown rencontre Bobby Joe Long en 1967. À l'époque, il a 14 ans et les deux jeunes gens tombent amoureux. On était entre jeunes au parc. On jouait au football. Mon copain Mike est arrivé avec un nouveau. C'était Bob. Toutes les filles qui étaient là l'ont trouvé mignon. Je ne sais pas pourquoi, mais on a immédiatement été attirés l'un par l'autre. Il avait une personnalité incroyable, il était drôle. Les parents de Bobby Joe viennent de divorcer et il a suivi sa mère en Floride. Il s'est installé dans le sud de la Floride avec sa mère. Et il a développé un certain ressentiment à son égard. Elle travaillait comme barmaid dans des discothèques et des bars. Et elle ramenait souvent des hommes à la maison. Cela a beaucoup marqué le jeune Bobby. Il lui en voulait beaucoup. Pendant toute la période où on est sortis ensemble, sa mère a été mariée 2 fois. Il la détestait. Parfois, il lui parlait vraiment très mal. D'après elle, il lui arrivait même d'être violent. Malgré les problèmes familiaux de Bobby, l'histoire d'amour des deux adolescents se poursuit. J'ai été adoptée par mon oncle et ma tante. Je pense que c'est ce qui nous a rapprochés avec Bob. On savait tous les deux ce que c'était de ne pas vivre avec ses 2 parents. On était des amoureux de 14 ans. On adorait aller au cinéma tous les deux. On faisait de la plongée. On allait pêcher le marlin. On allait s'entraîner à tirer. À l'époque, il a eu des petits problèmes avec la police. Il faisait des courses de voiture avec ses copains, il volait des batteries, des trucs de gamins. Bobby joue les durs, mais il souffre d'une pathologie très particulière. Bobby Joe Long avait ce qu'on appelle le syndrome de Klinefelter, c'est-à-dire qu'il avait un chromosome féminin en plus. Et à cause de ça, ses seins s'étaient anormalement développés. Ça lui faisait comme une poitrine de femme et il le vivait très mal. Il s'est fait opérer de la poitrine. À cause de ça, il ne retirait jamais son t-shirt, sauf qu'on vivait en Floride, on passait notre temps dans l'eau. Mais il se baignait toujours en t-shirt pour cacher ses cicatrices. Pourtant, elles n'étaient pas si terribles que ça. Mais même plus tard, quand on est devenu plus intime, il ne se mettait jamais torse nu. Ça le complexait. En 1972, Bobby entre dans l'armée. Il demande Cindy en mariage 2 ans plus tard.
Bob n'était pas du tout du genre romantique. Pour me faire sa demande, il m'a juste dit « On est toujours ensemble, alors autant se marier ». On a fait le nécessaire dans la foulée. On voulait que ça se fasse vite. On s'est mariés le 25 janvier 1974. On sait que le mariage a été avancé parce qu'elle est tombée enceinte. À l'époque, il était visiblement prêt à fonder une famille, ce qui prouve bien qu'il a essayé de se conformer à certaines valeurs morales. Mais la lune de miel sera de courte durée pour le jeune couple. 3 mois après leur mariage, Bobby est victime d'un terrible accident. Il a eu un très grave accident de moto en allant au travail. Il roulait à un peu plus de 100 km/h et il a été éjecté. Il a été très gravement blessé à la tête. Il a été projeté à au moins une trentaine de mètres et il a atterri sur la tête. À partir de là, notre vie a changé du tout au tout. J'étais enceinte de notre premier enfant. J'ai été obligée de m'arrêter de travailler pour rester à la maison et m'occuper de lui. Après l'accident, Cindy ne reconnaît plus son mari. Déjà à l'hôpital, il avait changé. Il n'était plus du tout le même. Avant son accident de moto, c'était bien simple. Il me traitait vraiment comme une reine. Il me disait tout le temps que j'étais belle, mais après il me disait que j'étais trop grosse, que j'étais stupide, que de toute façon personne d'autre que lui ne voudrait de moi. Il s'est mis à être violent. Il me prenait par la gorge et me plaquait contre le mur en me disant de la fermer. Je n'avais pas le droit de dire quoi que ce soit. Il a commencé à se montrer agressif avec elle. Il piquait des crises très violentes. En fait, après l'accident, c'est devenu Dr. Jekyll et Mr. Hyde. L'installation progressive de ce genre de comportement est typique des cas de violence conjugale. Un homme violent ne le devient pas automatiquement sitôt qu'il entame une relation. Au début, il va être ce qu'on appelle jaloux. Ensuite, ce sera une petite gifle, puis un coup de poing et ainsi de suite. Si bien qu'à la fin, la victime est perdue. La relation aimante des débuts est devenue incroyablement violente et de façon si progressive qu'elle ne sait même plus comment elle a pu en arriver là. Résultat, elle n'a plus aucune estime d'elle-même, ni plus aucune confiance en elle. Après son accident de moto en 1974, Bobby Jolong est réformé de l'armée pour raisons médicales. Le deuxième enfant du couple naît 1 an plus tard. Bobby devient de plus en plus violent. Il s'est mis à me frapper. Il me donnait des coups de poing au visage. Il avait l'habitude de me jeter sur le lit et il s'asseyait sur moi, sur le haut de mon corps. Il mettait ses genoux ici sur mes épaules, de façon à ce que je ne puisse pas me protéger le visage. Et il me frappait ou il m'étranglait. Je ne compte plus le nombre de fois où j'ai fini par perdre connaissance. Il aime l'étrangler, d'une part parce qu'il en tire une satisfaction sexuelle et d'autre part parce que ça lui donne une emprise totale sur elle. Une personne dont on obstrue les voies respiratoires se retrouve complètement sans défense. Et souvent, celui qui le fait regarde sa victime droit dans les yeux. Pour lui, c'est le summum de la domination. À la maison, il y avait notre chambre en premier, sur la gauche, et celle des enfants était plus loin, au fond du couloir. Ils m'entendaient crier. Ils entendaient qu'il me battait. Bref, ils entendaient tout. Je m'en rappelle. Je savais que ça se passait mal pour ma mère de l'autre côté du mur, qu'il la battait. Je me souviens d'une fois en particulier. J'étais dans le couloir et en passant, j'ai vu ma mère dans la salle de bain. Il venait de la frapper. Ça se voyait. Elle était en larmes. Et là, j'ai vu mon père à l'autre bout du couloir. Je me souviens de l'expression de son visage. Il avait l'air content de lui. De voir mon père traiter ma mère comme ça, c'était un déchirement pour moi. C'était horrible. J'étais totalement terrifié. Il lui faisait du mal, et je ne pouvais rien pour elle. Je le vivais très mal. J'ai voulu le quitter et me séparer de lui pendant des années. J'y ai pensé très souvent, mais chaque fois que je lui parlais de divorce, il arrivait à me convaincre de ne pas le faire. Il me disait que je n'y arriverais jamais toute seule avec les 2 enfants. En juin 1980, Bobby s'en prend à Cindy de façon particulièrement violente.
Il m'a tellement frappé que j'en ai perdu connaissance. Il m'a attrapé par la gorge, il m'a poussé, je me suis cognée sur le coin du meuble télé. Quand je suis revenue à moi, j'étais sur le canapé dans une mare de sang. Il m'a dit, il te faut des points de suture, va à l'hôpital, je m'occupe des enfants. Mais je te préviens, si tu leur dis ce qui s'est passé, je te jure que je te tue. Le médecin qui s'est occupé de moi m'a demandé ce qui m'était arrivé. Je lui ai dit que j'avais trébuché sur un jouet et que j'étais tombée sur un coin de meuble. Je ne pouvais pas lui dire la vérité, sinon Bob allait me tuer. Et les enfants étaient avec lui. Mais le médecin est revenu accompagné d'un agent de police. Il m'a demandé si je voulais lui parler de ce qui s'était passé. Je lui ai répondu que je venais de le faire, et là, le policier m'a demandé si le jouet en question avait des mains. Je lui ai dit, mais comment ça? Et là, il m'a sorti un miroir qu'il avait derrière le dos et il m'a montré mon cou. J'avais une trace en forme de main toute bleue sur la gorge. Puis il m'a dit, je reviens dans une semaine si d'ici là vous n'avez pas demandé le divorce ou si vous ne l'avez pas mis à la porte, je serai obligé de l'arrêter, sinon il va finir par vous tuer. Cindy savait très bien que si elle ne le quittait pas, elle finirait à la morgue. Parce que ça finit toujours comme ça. En rentrant de l'hôpital, j'avais tellement honte que la police se soit doutée de quelque chose que je me suis dit, la seule solution pour m'en sortir, c'est de le tuer. Je n'en peux plus d'être son punching ball. Les enfants iront beaucoup mieux sans lui. J'ai chargé un fusil de chasse à double canon et je l'ai pointé sur sa tête pendant son sommeil. Mais je n'ai pas réussi à appuyer sur la détente. J'ai pensé à mes enfants qui étaient dans la pièce d'à côté. Qu'allait-il leur arriver si je faisais ça? À 5 heures du matin, le réveil a sonné, il a ouvert les yeux, il m'a regardé, il m'a dit « Vas-y, t'auras jamais le cran ». Je lui ai répondu « Le cran, je l'ai, mais tu ne mérites pas que je perde mes enfants ». En 1980, Bobby Jolong et Cindy sont mariés depuis 6 ans. Mais ils mènent une double vie. Ça a commencé à la fin des années 70. Avant de se mettre à tuer, il a commis de nombreux viols. On l'avait surnommé le violeur des petites annonces. Il sélectionnait ses victimes en épluchant les annonces dans la presse locale. Il appelait le numéro indiqué dans le journal. Quand c'était une femme qui répondait, il engageait la conversation avec elle. Ils convenaient d'un rendez-vous ensemble. Ensuite, il se présentait chez elle en costume-cravate. Il lui demandait s'il y avait un homme dans la maison pour l'aider à porter le meuble qu'il était venu chercher. Et quand elle lui répondait que non, ou que son mari ne rentrait pas avant 17 heures, il savait qu'il avait le champ libre et qu'il pouvait s'en prendre à elle. Il a commencé en s'attaquant à des femmes qui passaient des annonces pour vendre des objets. Les victimes s'attendaient à avoir de la visite. L'agresseur avait un prétexte tout trouvé pour agir. Il s'assurait qu'elle serait complètement seule. Et il n'avait plus qu'à se rendre sur place. Il demandait s'il pouvait entrer et il s'en prenait à elle. Il a violé de cette façon entre une quinzaine et une cinquantaine de femmes. Il s'en est même vanté par la suite, en disant que sa méthode était infaillible et que s'il ne s'était pas mis à tuer, il ne se serait jamais fait prendre. En 1976, seulement 2 ans après leur mariage, une collègue de Cindy accuse Bobby Jolong de l'avoir violée. Mon ami a été voir la police pour dire qu'il l'avait violée. Il a tout nié en bloc. Ils sont ensuite venus à la maison pour parler à Bob. Ils ont fouillé toute la maison. Il a continué de nier. Ce n'est que quand ils sont revenus une deuxième fois pour l'interroger qu'il a fini par admettre qu'ils avaient bien eu une relation sexuelle. Le viol est une façon pour l'agresseur de dominer sa victime et d'avoir un contrôle total sur elle. Il la viole. Il prend littéralement possession d'elle. Elle lui appartient. C'est-à-dire que pour lui, cette personne n'est plus un être humain. Il n'éprouve aucune empathie pour elle. Elle n'est plus qu'un objet. Après enquête, il n'a finalement pas été inculpé. La police a dit qu'il s'agissait d'un rapport consenti et qu'elle était folle. Mais encore aujourd'hui, je suis persuadée que ce n'était pas le cas.
Il l'a violée. Je le sais. Malgré cette accusation, Cindy reste avec Bobby. Christian, leur fils, garde un bon souvenir de son père. Quand j'étais petit, on vivait tous les quatre avec mon père, ma mère et ma sœur. On habitait dans une maison typique du coin, avec une petite palissade blanche devant. Mon père Bobby était plutôt... Quand je cherche dans mes souvenirs d'enfant, il était un peu le père idéal qu'on voit dans les livres. On allait pêcher tous les deux. Il m'a appris à chasser le lapin. On menait une vie de famille normale. On faisait du bateau, on allait avec les enfants à la plage, on les emmenait au cinéma. On faisait des pique-niques tous ensemble. On allait à la chasse. Tous ceux qui le connaissaient appréciaient mon père. Christian garde un bon souvenir de son père. Il passait du temps avec lui, il l'emmenait à la pêche. Il se sentait proche de lui, et en tout cas, il n'en avait pas peur. En juillet 1980, après plusieurs années de violence, Cindy demande enfin le divorce. Et Bobby quitte le domicile familial. Au moment de leur divorce, Christian avait 16 ans. C'est une période importante dans la vie d'un homme. Il avait eu le temps de se construire des souvenirs avec son père. Il avait l'habitude de vivre avec lui. Donc son départ a probablement été un véritable bouleversement. Mon père a fini par quitter la maison. Il ne vivait plus avec nous. Il est parti en Californie. Je sais qu'il a aussi vécu au Mexique pendant un temps. Il travaillait sur les bateaux de croisière. Bref, il faisait ce qu'il voulait. Il avait plutôt la belle vie, comme on dit. Après notre divorce, il s'est installé dans la région d'Ocala. Il était en colocation avec un type. Il y avait aussi une fille avec eux et il a fini par coucher avec elle. Mais visiblement, elle a dit qu'il ne s'agissait pas d'un rapport consenti. Lui disait que si, mais il a tout de même fini par être inculpé de viol. Les charges contre Bobby Jolong seront finalement une nouvelle fois abandonnées. Mais quelques semaines plus tard, la jeune femme l'accuse de violence physique. Après leur séparation, ça a été l'escalade. C'est à partir de là qu'il a vraiment basculé dans la violence. Il s'est installé avec une amie. Elle l'a accusé de viol. Comme il n'y avait pas suffisamment de preuves, ça n'a pas été plus loin. Mais elle l'a ensuite accusé de l'avoir poussé dans les escaliers. Donc on voit bien que son comportement est devenu complètement erratique. Comme si jusque-là, le fait d'être avec Cindy permettait de le canaliser. Et que d'un coup, il était passé en roue libre. En juillet 1983, Bobby revient en Floride et s'installe à Tampa. Dans les années 80, Tampa était réputée pour être une ville où on faisait la fête. On y venait pour ses clubs de striptease. Il y avait beaucoup de prostitution. C'est dans cette partie de la ville que se trouvait le quartier rouge. C'est ici que Bobby Jolong a trouvé la plupart de ses victimes. C'était un peu son terrain de chasse. Au début, Long se contentait de violer des femmes, puis il s'est mis à les tuer. C'est un sadique. Il aime par exemple étouffer ses victimes. Sexuellement, ça l'excite. Il a cette paraphilie. Donc forcément, il va étrangler et serrer de plus en plus fort, à tel point qu'il va finir par tuer. Une fois qu'il aura connu cette sensation, il voudra la revivre et recommencera. C'est ici, le long de ce genre de route en pleine campagne, que Bobby Jolong avait l'habitude de se débarrasser du corps de ses victimes. Il les jetait ici. C'est isolé. Il y a pas mal d'endroits loin de tout où on peut dissimuler un cadavre. Bobby Joe ne faisait pas non plus beaucoup d'efforts pour les cacher. En gros, quand il trouvait un endroit suffisamment isolé à son goût, il y abandonnait le cadavre. Bobby Jolong viole et tue des femmes à travers toute la Floride, tout en continuant de jouer les pères de famille. On le voyait. Il venait nous récupérer à Miami pour passer du temps avec nous. À l'époque, on a continué à le voir régulièrement. Nos parents n'étaient plus ensemble, mais il venait nous voir. On passait du temps avec lui. Il nous prenait pour les vacances. Mon père et moi, on avait une relation plutôt normale. Je sais qu'il m'aimait.
On a du mal à imaginer comment il pouvait être d'un côté un père attentionné, aimé de ses enfants, et de l'autre, un violeur et un tueur en série. Il était capable de faire coexister et de juxtaposer ces deux facettes de sa personnalité. Ce dédoublement prouve bien que quelque chose n'allait vraiment pas chez lui. Un matin, je regardais le journal télévisé et j'étais au téléphone avec lui. Il disait qu'ils avaient déjà retrouvé 4 ou 5 corps dans la région de Tampa. Je lui ai demandé s'il était au courant de ce qui se passait. Et là, il m'a répondu, « Voilà ce qui arrive aux filles qui sortent le soir dans les bars. C'est dangereux, elles devraient faire attention. » Il faut quand même avoir une personnalité très psychopathique pour faire ça. Il a dit à sa femme d'être prudente, alors que c'est lui qui tuait toutes ces femmes. La ville n'avait jamais connu une affaire de tueur en série de cette envergure. Bobby Jolong commence à tuer des femmes en mars 1984 et il sévira 9 mois dans la région de Tampa. Au début, Bobby Jolong ne s'attaquait qu'à des prostituées. C'était ses victimes de prédilection. Puis, il s'en est pris à toutes les femmes, sans distinction. C'était un vrai mystère pour la police. On n'avait jamais vu une telle vague de meurtres à Tampa. C'était un tueur en série méthodique. Il était très organisé. Il immobilisait ses victimes avec une sorte de nœud du pendu. Il ne se contentait pas de violer ses victimes. Il leur tranchait aussi la gorge. Long est un individu incroyablement dangereux. Il tue et viole. C'est un sadique sexuel. La façon dont Bobby Jolong tuait ses victimes, dont il les violait et dont il prenait possession des femmes en général, montre bien qu'il n'avait aucune compassion, aucun sens moral. S'en prendre à des femmes et les tuer de cette façon, c'est incompréhensible. Pour n'importe quel être humain normalement constitué, et même pour un violeur, il est totalement impensable de tuer quelqu'un. Mais une victime morte, c'est une victime qui ne parle pas. C'est une façon d'effacer son crime. Tuer ces femmes lui procure une certaine satisfaction, mais ça lui permet aussi de les réduire au silence. Elles ne peuvent plus le dénoncer. Les différentes scènes de crime présentaient de nombreuses similitudes. On a également retrouvé des fibres rouges sur de nombreuses victimes. Mais sa véritable signature, si on peut dire, c'était la façon dont il les attachait. Il les maîtrisait en leur mettant une corde ou un lien autour du cou. C'était le cas sur de nombreux corps. Ça dépendait de la situation. Parfois, il lui arrivait de trancher la gorge de ses victimes. D'autres fois, il les abattait. Dans les années 80, la technologie ADN n'existait pas encore. La police ne disposait pas des mêmes moyens qu'aujourd'hui pour identifier les tueurs et les mettre hors d'état de nuire. L'enquête pour arrêter Bobby Jolong a duré en tout plus de 10 mois. La ville n'avait jamais connu une affaire de tueur en série de cette envergure. Le nombre de victimes ne cessait d'augmenter et la population s'est mise à avoir très peur. Les gens étaient très inquiets. Surtout dans le quartier connu pour être son terrain de chasse. Et en particulier les femmes, bien sûr. Elles avaient très peur. Bobby a déjà violé un grand nombre de femmes et il en a tué 10. Mais ce règne de la terreur prend fin en novembre 1986. Si une de ses victimes, Lisa McVeigh, n'avait pas survécu, Bobby Joe aurait continué à tuer. Un soir, il a enlevé une jeune fille de 17 ans qui rentrait de son travail. Elle était employée dans un fast-food. Il l'a retenue dans son appartement pendant 26 heures et l'a violée à plusieurs reprises. Elle a été très intelligente. Elle a gardé son sang-froid. Elle a fait tout ce que Bobby lui demandait. Pour l'attendrir, la victime lui a raconté que son grand-père était malade et qu'elle devait s'occuper de lui. Elle a réussi à gagner sa confiance et il s'est pris d'affection pour elle.
Il lui a dit qu'il avait envie de la garder avec lui, mais il a fini par la laisser partir. Elle a mémorisé tout ce qu'elle pouvait dans son appartement. Elle avait les yeux bandés, mais elle a réussi à distinguer certaines choses. Ce qui lui a ensuite permis de donner des détails aux enquêteurs qui leur ont été très utiles pour l'identifier et localiser son appartement. Elle a mémorisé les panneaux de circulation. La victime se souvenait qu'ils étaient passés devant un hôtel et elle a retenu le nom. Elle avait également remarqué que Bobby s'était arrêté à un distributeur sur le chemin pour retirer de l'argent. La jeune fille a pu fournir aux enquêteurs tout un tas de détails sur son appartement, les endroits où il s'était arrêté, même sa voiture. Le 16 novembre 1984, le tueur en série Bobby Joe Long est interpellé par le shérif de Hillsborough. Il est inculpé pour 9 assassinats, agressions sexuelles et viols. Task Force detectives say they have such a strong case against Long that even if they didn't have Long's statements, even if Lisa Rhodes had not escaped to tell her story, fiber evidence and items taken from Long's apartment would have been enough to charge him with all 9 murders. Said one detective, he didn't have to tell us a thing. Yet police acknowledge there could have been more murders if the pieces had not come so quickly together in those frantic 30 hours before Long's arrest. Quand ils ont arrêté Bobby Joe Long, ils tenaient enfin leur tueur en série. Tout le monde était soulagé dans la région. Durant son interrogatoire, il détaille son mode opératoire aux enquêteurs depuis qu'il a commencé à agresser des femmes. How did you pick the victims down there? I used the newspaper. What did you look for? Classified ads. What would be advertised? Whatever. Can you just call up and tell me when to come by and look at it or what? Yeah. Okay. I didn't hurt any of them. How many there were? 2, 5, 20? What's a lot? I don't know. 15. Only 15 of them? I don't know. Could be more. Tired, yeah, I don't know. Okay. Okay, interview is ending. It is 16 November 1984 at 23:11 hours. Cindy, l'ex-femme de Bobby, est loin de se douter que le père de ses enfants est en réalité un violeur et un tueur en série. Je venais d'arriver à la maison. On rentrait de la foire avec les enfants et mon téléphone a sonné. C'était Bob. J'ai compris à sa voix que quelque chose n'allait pas. Je lui ai demandé ce qui se passait et il m'a répondu « Tu te souviens des filles qui se faisaient tuer à Tampa ?» Eh bien, c'était moi. Je lui ai dit « Je sais que tu es capable de faire du mal parce que tu m'en as déjà fait. Mais comment as-tu pu t'en prendre à des inconnus ?» Il m'a supplié de dire aux enfants qu'il était mort dans un accident de voiture. Je lui ai répondu qu'il était hors de question que je leur mente. Ensuite, j'ai entendu une autre voix. La personne s'est présentée comme étant le sergent Latimer de la police de Hillsborough. Il m'a dit qu'il l'avait arrêté pour le meurtre de plusieurs femmes. Je crois qu'à ce stade, on en était à 8 victimes. J'ai paniqué. Je me demandais ce que j'allais pouvoir dire aux enfants. J'étais dans tous mes états, je n'arrêtais pas de pleurer. Je n'arrêtais pas de me dire « Mais pourquoi ?» Cindy a brutalement appris que son ex-mari était en fait un violeur et un tueur en série. Elle a découvert le vrai visage de celui avec qui elle avait passé toute son adolescence, qu'elle avait aimé, dont elle s'était occupée et avec qui elle avait eu 2 enfants. Ça a dû être terrible. Quand j'ai appris l'arrestation de mon père, j'étais avec ma sœur en train de regarder la télévision. Le téléphone a sonné, ma mère a décroché. Elle parlait à quelqu'un. Je l'ai entendu dire « Quoi ?» J'ai trouvé que le ton de sa voix était bizarre, donc je me suis retourné, et là j'ai vu son visage. Elle était terrifiée. On voyait qu'elle n'arrivait pas à croire ce que lui disait la personne à l'autre bout du fil. On nous a dit qu'il avait été arrêté, mais on ignorait pourquoi. On a découvert toute l'histoire quelques jours plus tard. Tout le monde ne parlait que de ça. On aurait fini par l'apprendre de toute façon.
Lorsque Bobby est arrêté, Cindy se retrouve confrontée à une terrible réalité. Je me disais, mais comment je vais pouvoir dire ça à mes enfants? Votre père a violé et tué toutes ces femmes. Donc, dans un premier temps, j'ai décidé de rester vague et de ne pas entrer dans les détails. Je leur ai simplement expliqué que leur père avait fait du mal à des gens et qu'il avait tué des femmes. Et que c'est pour ça qu'il était en prison. Je me suis senti complètement perdu quand j'ai appris que mon père avait fait ça. Après, je me suis posé un tas de questions qu'un enfant ne devrait normalement pas avoir à se poser. Est-ce qu'il va m'arriver la même chose qu'à mon père? Est-ce que je vais suivre le même chemin que lui? Quand il a été arrêté, je devais avoir dans les 10 ans. Pour moi, tout s'est écroulé. La vie que j'avais connue jusque-là n'existait plus. Elle a été complètement détruite. Quand l'affaire a éclaté dans la presse, les gens ont fait le rapprochement avec nous. Du jour au lendemain, nos copains ne nous ont plus adressé la parole. À l'école, les autres élèves se sont mis à nous menacer et à nous harceler. On est devenus de vrais parias. Le 22 avril 1985, Long est jugé pour le meurtre de Victoria Johnson. Il n'a fallu que 40 minutes au jury pour délibérer et le reconnaître coupable à l'unanimité de meurtre. Sa culpabilité ne faisait donc aucun doute. Long est condamné à mort pour ce seul meurtre en mai 1985. Je ne me souviens pas avoir été vraiment bouleversé quand j'ai appris la condamnation à mort de mon père. Quelque part, je m'y attendais. Les condamnés peuvent rester de nombreuses années, voire des décennies dans le couloir de la mort. Leurs familles savent qu'ils ont écopé de la peine capitale et qu'un jour ils seront exécutés. Ils se retrouvent alors dans une sorte d'entre-deux un peu étrange. Ils sont vivants et pourtant ils sont déjà morts. Impossible d'avoir une véritable relation avec eux puisqu'on ne sait pas quand on les verra pour la dernière fois. En 1985, Bobby Joe Long passe un accord avec le procureur et plaide coupable pour 8 autres meurtres. Au cours des 9 années suivantes, il tente plusieurs fois de faire appel de sa condamnation pour échapper à la peine capitale. Le procès est resté dans les méandres du système judiciaire pendant des années et des années. Il a fait appel, il y a eu plusieurs procès. Il a avoué d'autres meurtres pour lesquels il a été condamné. Grâce aux subtilités juridiques, il a été jugé et rejugé plusieurs fois, mais la peine capitale a été maintenue en appel. La première fois que je suis allée le voir dans le couloir de la mort, ça s'est bien passé. Il était très réceptif. Ça m'a fait un peu bizarre de le revoir. Je lui ai redemandé pourquoi il avait fait ça. Je voulais qu'il m'explique, je voulais comprendre. Il n'a pas su me répondre. Aller voir mon père en prison a été très éprouvant pour moi. Émotionnellement, c'était difficile. On pouvait se voir et se toucher, mais une fois la visite terminée, le gardien venait le chercher. Il lui remettait ses menottes et c'était fini. Il l'emmenait avec lui. Ce n'est pas parce qu'on est en colère contre quelqu'un qu'on ne l'aime plus. C'était dur de le voir partir quand il devait retourner en cellule. Chaque fois que j'y allais, c'est comme si je le perdais une nouvelle fois. On me le rendait pour quelques minutes, et puis d'un coup, on revenait le chercher. Et au revoir, je devais partir. C'était très dur. Être le fils de quelqu'un qui a tué des innocents, c'est être le fils de quelqu'un qui a commis des actes répréhensibles et abjects. On éprouve du dégoût pour ce père. Mais d'un autre côté, ça ne correspond pas à la relation qu'il avait toujours eue avec cet homme qui faisait partie de sa vie. Christian aimait son père, et malgré ce qu'il a fait, il n'a pas pour autant nécessairement cessé de l'aimer du jour au lendemain. Bobby Joe Long est resté près de 35 ans dans le couloir de la mort. En janvier 2019, Ron DeSantis devient le nouveau gouverneur de Floride. 4 mois plus tard, il signe son ordre d'exécution. Celle-ci est programmée le jeudi 23 mai 2019 à 18h.
Quand j'ai appris qu'il allait être exécuté, j'étais effondré. Forcément, je suis passé par tout un tas d'émotions. Entre le moment où ils ont signé l'ordre d'exécution et l'exécution elle-même, tout a été très vite. C'est passé en un éclair. Cindy rend alors une dernière fois visite à son ex-mari. Je l'ai vu une semaine avant son exécution. J'ai prié pendant tout le trajet. Seigneur, qu'est-ce que je vais lui dire? J'étais nerveuse, je ne l'avais pas vu depuis 18 ans. C'était bizarre de se dire, là, je suis en train de lui parler, mais je sais que d'ici une semaine, il ne sera plus de ce monde. Comment les enfants allaient vivre ça? C'était leur père. Bob n'a jamais fait preuve du moindre remords. Mais quand je suis allée le voir avant son exécution, il s'est excusé et franchement, je ne l'avais jamais entendu faire preuve d'une telle sincérité. Il m'a demandé pardon pour tout ce qu'il m'avait fait. Je lui ai répondu, je déteste l'idée qu'on t'exécute. Entre autres, à cause de nos enfants. Les choses auraient pu être tellement différentes. On se serait probablement séparés de toute façon. Mais tu aurais pu continuer à faire partie de leur vie et de celle de tes petits-enfants. Tu aurais pu les emmener faire de la plongée. Mais à cause de ce que tu as fait, ça n'arrivera jamais. Au lieu de ça, ils auront un grand-père qui a fini par être exécuté par l'État de Floride. Je lui ai dit, Bob, je veux que tu saches que je te pardonne pour tout ce que tu m'as fait. Mais je ne pense pas que j'y arriverai un jour pour tout ce que tu as fait à ces pauvres femmes et à mes enfants, mais aussi pour ce que tu fais subir à mes petits-enfants. Excusez-moi. Il a voulu changer de sujet, mais j'ai refusé. Je lui ai dit, non, c'est fini. Je ne suis plus ta chose. Après la signature de l'ordre d'exécution, on nous a dit qu'on pouvait aller le voir la semaine qui précédait. Pendant plusieurs jours, on avait un temps de visite de 6 heures. J'y suis allé une fois, mais ça n'avait rien à voir avec les fois précédentes. On s'est vu à travers une vitre. On n'avait pas le droit de se toucher. Je n'ai même pas pu le prendre dans mes bras. J'ai pu lui parler plusieurs fois au cours de cette dernière semaine. Et j'ai aussi pu lui parler la veille de son exécution. Il avait droit à une dernière visite le lendemain, sans vitre de séparation. Je lui ai demandé s'il voulait que je vienne. Il m'a répondu qu'il ne voulait pas faire subir ça à ses enfants. Il préférait gérer ça tout seul. Au cours des jours précédant l'exécution, Christian a pu parler plusieurs fois à son père. Il lui a dit qu'il pouvait venir le voir une dernière fois, quelques heures avant, mais Long n'a pas voulu. Comme si l'être humain totalement dysfonctionnel qu'il était devenu était encore capable de compassion et d'empathie envers son fils. Et c'est justement là tout le dilemme d'une telle situation, d'avoir un tel père. Il faut séparer l'homme du meurtrier et du monstre. Le 23 mai 2019, Bobby Joe Long est exécuté par injection létale à l'âge de 65 ans. Daniel Smithson a couvert l'événement. J'ai assisté à l'exécution. On était assis dans une pièce sombre. La tristesse des membres de sa famille et de celle des victimes était palpable. Ils ont levé le rideau. Bobby Joe Long était allongé, les pieds tournés vers nous. Il avait l'air calme. Le directeur de la prison lui a demandé s'il voulait dire quelque chose aux victimes ou à leurs familles. Il a juste répondu non, avec le visage très fermé. Le directeur a donné le signal. C'était la première fois que j'assistais à une exécution. Je dirais qu'on a simplement vu un vieil homme s'endormir. Christian, lui, n'était pas là. J'ai respecté son choix. Il m'a dit, tu sais quoi, si tu veux faire quelque chose ce jour-là, va à la pêche. Passe du temps avec ta famille. J'étais chez moi, avec mes enfants.
J'ai regardé les infos. Et quand ils ont parlé de l'exécution de mon père, ça a été dur. Parce que pour moi, c'est comme si je l'avais perdu 3 fois. D'abord, ma mère et lui ont divorcé. Après son départ, il venait nous voir. On avait quand même des relations avec lui. Puis il a été arrêté et emprisonné. On l'a reperdu encore une 2e fois. Il était derrière les barreaux. On ne pouvait pas le voir quand on voulait. Les années ont passé, et puis un jour, ils l'ont exécuté. Je l'ai perdu encore une fois, mais là, c'était pour toujours. Malheureusement, Christian portera toujours le poids de ce que son père a fait. Mais il l'aimait et il l'a perdu. C'est là toute la tragédie de cette affaire. Non seulement on lui a retiré ce qu'il avait vécu avec lui dans le passé et ce que ça pouvait représenter pour lui, mais on lui a aussi volé ce qu'il aurait pu vivre avec lui par la suite, dans le futur. Cindy a pu revoir une dernière fois le père de Christian avant sa mort. Ça m'a permis de tourner la page. Il s'est excusé de m'avoir traité de cette façon. J'ai dû suivre une thérapie parce que je n'arrêtais pas de faire des cauchemars. Mais après son exécution, c'était fini. Pour moi, c'était un véritable soulagement parce que je faisais des rêves horribles où il me pourchassait ou me prenait les enfants. Donc oui, ça m'a permis de passer à autre chose. Pour moi, le meilleur est à venir. Je suis l'heureux papa de 7 enfants que j'adore. J'ai une femme merveilleuse. On est mariés depuis 17 ans et j'espère que ça continuera. Je préfère me dire que les choses iront pour le mieux. Et c'est le cas un peu plus chaque jour. Ce qui a sauvé Christian, c'est sa mère. Cindy a toujours été un pilier pour lui. Il pouvait compter sur son amour et son soutien. Cindy est inébranlable et le fait d'avoir pu développer un attachement sécure avec elle lui a permis d'avoir les armes pour gérer cette situation extrêmement complexe avec son père, ce qui est tout à l'honneur de Cindy. Bobby Joe Long a réduit à néant la vie de nombreuses personnes, mais j'ai réussi à construire et préserver une magnifique famille. Je ne laisserai rien ni personne la détruire. Pendant plus de 10 ans, des incendies suspects ont détruit des commerces et des habitations dans le sud de la Californie. L'un d'entre eux a même causé la mort de 4 personnes. En 1991, la région de Los Angeles a dû faire face à une série d'incendies criminels sans précédent. En apprenant que le pyromane n'est autre que John Orr, capitaine des pompiers et expert en incendie, la population locale est sous le choc. Tout comme sa fille Laurie, qui avait toujours été fière de lui. Pour elle, c'était un héros. C'était un spécialiste très réputé dans son domaine. Sa mission, c'était de lutter contre les incendies et d'arrêter les criminels qui les avaient déclenchés. Donc, il ne pouvait pas être l'un d'eux. Pour moi, c'était complètement impossible. C'était un père normal. Il était aimant et attentionné, même après le divorce de mes parents. Le soir du 10 octobre 1984, 4 personnes perdent la vie dans l'incendie d'un magasin de bricolage déclenché par John. Au premier appel d'air, l'incendie s'est propagé. 5 personnes se sont retrouvées prises au piège à l'arrière du magasin. Une seule a réussi à s'enfuir. Les 4 autres sont décédés. Le règne de la terreur de John atteint son apogée. Autrefois héros, il devient pyromane puis meurtrier. Il y a clairement 2 John Orr. D'un côté, il y a l'homme qu'il souhaite être aux yeux des autres, et de l'autre, celui qu'il est réellement. Et le deuxième est diabolique. J'étais horrifiée que mon père soit responsable de la mort de plusieurs personnes. D'autant plus que c'était un acte délibéré. Ces gens avaient une famille. En entrant dans ce magasin, ils savaient bien qu'il y avait des clients innocents à l'intérieur. Ça ne l'a pas empêché d'y mettre le feu. C'est un meurtre.
Mon père était mon héros. Il était pompier et expert en incendie. Et tout à coup, il était devenu un criminel. Il était en prison. Ça a été dur pour moi. C'est le moins qu'on puisse dire. C'était comme si je ne l'avais jamais vraiment connu. À Glendale, une ville de la banlieue de Los Angeles, le capitaine des pompiers John Orr est un héros local qui protège ses concitoyens. Il est aussi père de 2 filles, Lori et la cadette. Il a toujours été notre héros. Comme il était pompier, il passait souvent à la télé pour commenter les incendies. Il expliquait ce qui les avait déclenchés, comment ils s'étaient propagés. Et le lendemain, à l'école, on se vantait devant nos amis. « Notre papa était à la télé hier soir. Vous l'avez vu au journal ?» On a toujours été très fiers de lui. Mes parents se sont séparés quand j'avais à peu près 1 an, et ma sœur 3. Mon père est parti en laissant une lettre pour ma mère. Quand elle est rentrée à la maison, il avait disparu en emportant tout l'argent qu'ils avaient sur leur compte. Il l'avait abandonnée avec 2 enfants en bas âge. Très peu de temps après, elle a rencontré mon beau-père. Il a très vite emménagé avec nous. Avec ma sœur, on voyait notre père un week-end sur 2. Ça dépendait de son emploi du temps. On allait chez lui, on dînait au restaurant, on allait au cinéma. On faisait pas mal de camping, de randonnées, d'activités en plein air. Mon père adorait être dehors. John Orr avait l'air de vouloir construire une relation saine et amicale avec ses filles. Il voulait probablement se faire pardonner de les avoir abandonnées. Mais comme il ne les voyait que le week-end, il pouvait leur consacrer tout son temps et son énergie. Ça a entraîné un complexe du héros. Lori passait du temps avec son père. Il l'emmenait partout, il s'amusait avec elle, et il avait un métier passionnant. Alors pour la jeune femme, c'était une icône, un modèle à suivre. Et pour John Orr, il était très important d'être admiré par ses filles. Parfois, j'avais l'impression de ne jamais le voir parce qu'il travaillait beaucoup, surtout après notre déménagement dans le comté d'Orange. Mais on se parlait souvent au téléphone, on discutait de l'école, il nous envoyait en camp de vacances. C'était un père normal. Il était affectueux, gentil, aimant. Il s'intéressait à notre vie, mais il nous parlait rarement de la sienne ou de son travail. Lori vit avec sa mère et son beau-père, et elle est malheureuse. Elle en parle à son père quand elle passe quelques jours chez lui avec sa sœur. On pensait que notre père était une personne très importante. Il était pompier et il était ami avec beaucoup de policiers. Il portait une arme. C'était quelqu'un de respecté. J'étais persuadée qu'il nous sauverait de cette situation, qu'il réclamerait notre garde à notre mère et à notre beau-père. C'était le minimum que j'attendais de lui. Mais ça n'a pas eu lieu. On est rentré chez notre mère à la fin du week-end où on avait abordé le sujet. J'ai attendu, mais il ne s'est rien passé. Rien du tout. Il n'a même pas pris la peine de l'appeler. Ce jour-là, pour la première fois, je lui en ai terriblement voulu. Pour Lori, son père était le héros américain par excellence. C'était le père idéal. Et soudain, elle a réalisé que c'était un hypocrite. Il ne se souciait pas vraiment de ce qu'elle ressentait. Elle est tombée de haut. Elle était jeune et elle s'est mise à douter de sa propre valeur. Si son père l'aimait, pourquoi la laissait-il vivre dans un endroit où elle était malheureuse? Les parents de John s'étaient aussi séparés. Sa mère avait quitté le foyer quand il était au lycée, le laissant seul avec son frère et leur père. John est né dans une famille assez connue à Los Angeles. Sa mère a abandonné sa famille. Elle s'est mise à fréquenter un ancien amour du lycée. Elle a tout laissé tomber, ses enfants, son mari, pour retourner sur la côte Est et vivre sa passion. Le divorce de ses parents a été une période de grand bouleversement dans la vie de John. Pendant 3 ans, John et son frère grandissent sans savoir si leur mère reviendra un jour. John était un adolescent bizarre.
Quand il décrit ses années de lycée, il dit que c'était comme dans le film American Graffiti. Il y avait des burgers, des hot rods et des filles. Et tout le monde ne pensait qu'à s'amuser. Mais la vérité est probablement assez différente. C'était un gamin bizarre et solitaire qui allumait des incendies. La façon dont John Orr décrit sa jeunesse est très intéressante. D'après lui, il a eu une enfance américaine assez banale. Mais ses camarades racontent une histoire bien différente. Ils le décrivent comme marginal. C'est typique de quelqu'un qui vit à la fois dans le monde réel et dans un univers fantasmé. Ce sont deux réalités qui se côtoient chez lui. John rencontre sa femme Jodie au lycée. Ils se marient peu de temps après avoir obtenu leur diplôme et John entre dans l'armée. Ces photos de mon père datent de l'époque où il était dans l'armée de l'air. On voit son casier sur celle-ci. Il écrivait souvent à ma mère. Il détestait cet environnement. Il n'avait aucune envie d'être là-bas. Il a essayé par tous les moyens de s'enfuir du camp d'entraînement peu après être arrivé, mais il n'a pas réussi. Alors il a continué et il est devenu pompier militaire pour apprendre le métier. Son expérience dans l'armée incite John à tenter une carrière dans la police. John a voulu devenir policier. Il a déposé sa candidature. Mais avant d'entrer à l'école de police, chaque nouvelle recrue doit obligatoirement passer un test psychologique. John a passé ce test et il l'a raté. Il a même échoué, lamentablement. C'était un questionnaire très détaillé. Et ses réponses laissaient penser qu'il avait des tendances psychopathes. Alors la police de Los Angeles ne l'a pas accepté. Et cet échec l'a profondément blessé. Il voulait absolument devenir policier ou pompier. Ce qui l'attirait, c'était le pouvoir que ce type de profession procure. Il voulait qu'on s'intéresse à lui. John a répondu à une offre d'emploi chez les pompiers de Los Angeles. Cette fois-ci, il a réussi le test psychologique. Mais comme il n'était pas très en forme physiquement, il a été recalé du centre de formation. John avait raté le concours d'entrée de la police et celui des pompiers de Los Angeles. Pour quelqu'un comme lui, Glendale était l'endroit idéal, la ville où il pourrait réaliser son rêve. Mon père ne parlait pas très souvent de son travail avec moi. Les seules fois où il le mentionnait, c'est quand il partait pour des congrès et qu'il allait donner des formations ou des conférences. Dans ces cas-là, il était très fier. Je me souviens aussi du moment où il a été promu expert incendie sur les enquêtes criminelles, puis capitaine des pompiers. John avait très bonne réputation. C'était l'une des rares personnes capables de relever énormément d'informations dès son arrivée sur les lieux d'un incendie, rien qu'en observant autour de lui. Il déterminait le sens du vent, puis il le suivait. Et en se rendant à l'endroit qu'il avait indiqué, on trouvait la cause de l'incendie. C'était incroyable. Cet homme avait un don. John est la personne la plus douée de Los Angeles pour résoudre les incendies criminels. Mais il est aussi à l'origine d'un grand nombre d'entre eux. À cette époque, fin des années 80, début des années 90, il y avait beaucoup d'incendies dans la région. Non seulement des feux de broussailles, qui sont très courants dans le sud de la Californie, mais aussi des incendies criminels dans des magasins, des entrepôts. John Orr a une prédilection pour le feu et il a un penchant prononcé pour la destruction. Les valeurs morales lui sont étrangères. Il ne cherche pas à savoir si ses actions sont bonnes ou mauvaises. Et pourtant, il se considère comme un héros. Il déclenche des incendies, c'est vrai, mais il contribue aussi à les éteindre par la suite. De son point de vue, ça s'équilibre. Il était à la fois réservé et arrogant. Il donnait l'impression de se croire meilleur que les autres. C'était le capitaine des pompiers. Il était aussi en charge des enquêtes visant à déterminer la cause des incendies dans la ville. En octobre 1994, pendant la phase finale du championnat de baseball, un incendie s'est déclaré dans un supermarché. Et pendant que les pompiers de South Pasadena se rendaient sur place pour tenter de le maîtriser, un autre incendie a été signalé, cette fois-ci dans un magasin de bricolage.
Au premier appel d'air, l'incendie s'est propagé. 5 personnes se sont retrouvées prises au piège à l'arrière du magasin. Une seule a réussi à s'enfuir, les 4 autres sont décédés. Le brasier était impressionnant. En 1 heure et demie à peine, les flammes ont entièrement détruit le magasin. En 1984, l'expert incendie John Orr est devenu un pyromane accompli. Un incendie criminel s'est déclenché à l'arrière du magasin, près d'oreillers en mousse et d'autres articles de ce type. Il a commencé par se consumer lentement, assez longtemps avant de flamber pour de bon. Mais quand il s'est propagé, il a pris au piège 5 personnes. Le jeune Matthew Droyle, âgé de 2 ans, et sa grand-mère Ada Deal faisaient partie des victimes. Il y avait aussi Jimmy Cetina et un jeune homme de Pasadena qui travaillait dans cet entrepôt de bricolage, et Caroline Cross, également employée du magasin. 2 salariés et 2 clients ont perdu la vie dans cette tragédie. Laurie avait 10 ans au moment du drame, mais bien qu'étant la fille du capitaine des pompiers, elle ne se souvient pas vraiment de l'événement. Je vivais dans le comté d'Orange et lui à Los Angeles. L'incendie a eu lieu à Los Angeles. On a beaucoup moins entendu parler de cette histoire chez nous. Je ne savais pas que des gens étaient morts dans ce brasier. La police a ouvert une enquête. Quelques heures plus tard à peine, le shérif a annoncé que l'incendie du magasin de bricolage était le résultat d'un court-circuit électrique. Le feu s'était déclenché de lui-même. Et c'était une coïncidence s'il s'était produit en même temps que 2 autres dans la région. L'affaire était bouclée. Mais ce feu était bien d'origine criminelle, l'un des milliers allumés par le capitaine des pompiers John Orr pendant que ses collègues en combattaient d'autres. Il mettait en danger la vie de la population alors qu'en tant que pompier, on a juré de la protéger. Il compromettait aussi la vie de ses collègues qu'il côtoyait au quotidien à la caserne. Il a enfreint toutes les règles et brisé les serments qu'il a prêtés. Il était censé protéger la vie et les biens de ses concitoyens. En déclenchant des feux intentionnellement, il a trahi tout le monde, y compris lui-même, ce qui est peut-être le plus grave. 3 semaines à peine après cet incendie, un autre magasin de la même enseigne a été ciblé, à 16 km de là. C'était à nouveau un incendie volontaire. Il n'a pas été aussi destructeur que celui de South Pasadena. Il n'y a pas eu de blessés, ni de millions de dollars de dégâts, mais c'était bien un acte criminel. Il s'est déclenché dans la même section du magasin de bricolage qu'à South Pasadena. En se plongeant dans cette affaire, les enquêteurs n'ont pas pu s'empêcher de se demander s'ils s'étaient trompés. John Orr est un psychopathe. Ça veut dire qu'il n'a aucun problème à faire son travail correctement et à interagir normalement avec ses collègues tout en commettant ses crimes en parallèle. Parce qu'il ne ressent aucune empathie. Il est persuadé de ne rien faire de mal. Il faut bien comprendre qu'il se sent valorisé par l'admiration qu'on lui porte. Et pour lui, ce sentiment justifie largement les dégâts causés, y compris le meurtre de ces personnes. John Orr lutte contre les incendies qu'il déclenche. Et quand sa fille lui rend visite, c'est un père dévoué. C'est le genre d'endroit où on allait camper pendant les vacances avec mon père. On dormait dans des tentes. On faisait des randonnées et on cherchait des serpents à sonnette. On avait tous des sifflets. Donc quand on en voyait un, on s'arrêtait et on sifflait. Laurie grandit et son père reste une figure importante dans sa vie. À 18 ans, j'ai emménagé avec mon copain dans un appartement.
Un soir, j'ai invité mon père à dîner. La première chose qu'il a faite en arrivant, c'est s'assurer que les alarmes incendie fonctionnaient et vérifier qu'il y avait bien un extincteur. Il a tout examiné et ensuite seulement il s'est assis à table. J'avais préparé à manger et on a passé une soirée très agréable. J'aurais aimé qu'on fasse ça plus souvent. À la même époque, le sud de la Californie est en proie à un grand nombre d'incendies criminels, tous différents les uns des autres. Certains démarraient dans la section tissu d'un magasin de bricolage, d'autres au rayon chips d'un supermarché. Les experts incendies ont voulu tenter de comprendre ce qui se passait. Ils ont mis en place un groupe de travail. John faisait partie de cette équipe. Donc à chaque fois qu'une enquête était ouverte à propos d'un incendie, il était au courant de tout ce qui se disait. Les autorités peinent à identifier le pyromane en série. Mais un jour, le groupe de travail découvre les restes d'un allume-feu artisanal. Et l'enquête fait un grand bond en avant. Comme d'habitude, John Orr est présent, tout comme Scott Baker, l'expert incendie de Fresno. Son équipe a trouvé un dispositif similaire à 160 km de là. Quand il a commencé à décrire l'allume-feu qu'ils avaient trouvé dans la région de Los Angeles, les poils de ma nuque se sont hérissés. C'était exactement le même que le nôtre. À la fin de la réunion, au moment de la pause, je lui ai dit « Je veux te parler un peu plus loin ». Je l'ai entraîné vers le fond de la salle, puis je lui ai dit « En fait, on fera mieux de sortir ». Il a répondu « D'accord ». Mais quand je lui ai demandé de me suivre sur le parking, il a protesté. Je l'ai convaincu. Je ne voulais pas prendre le risque que quelqu'un nous entende. Une fois suffisamment éloigné, j'ai dit « Des cigarettes, des allumettes, un élastique en caoutchouc, arrangé selon une certaine configuration ». Et il m'a dit « C'est l'allume-feu ». Et j'ai répondu « Non, c'est le nôtre ». Et c'est là qu'il a compris qu'on avait affaire au même homme. Et puis j'ai ajouté « Maintenant c'est sûr, c'est le même type. Mais on a manifestement un élément que vous n'avez pas. » Il m'a demandé ce que c'était. Et je lui ai expliqué qu'on avait relevé une empreinte sur le mécanisme. Mais il aura fallu attendre 7 ans pour que l'auteur de l'empreinte soit identifié. En recevant les résultats de l'analyse de l'empreinte, les inspecteurs ont découvert qu'elle appartenait à John Orr. C'est comme si j'avais reçu un coup de poing dans le ventre. On avait confiance en lui. C'était l'un des nôtres. Quand le pyromane qu'on cherche et qu'on combat est en fait un collègue pompier, c'est la pire des situations. Le 4 décembre 1991, John Orr est arrêté. J'étais avec mon copain, on allait chez ses parents. Quand on est arrivé, ils m'ont dit « Ton père passe aux informations ». J'ai répondu « Oui, ça lui arrive parfois ». J'étais devenue adulte, ce n'était plus aussi fascinant qu'avant. Mais je leur ai dit « Merci de m'avoir prévenu ». Ils ont insisté « Il faut vraiment que tu vois ça ». Alors je suis allée au salon et je me suis assise devant la télé. Et la première image que j'ai vue, c'est celle de mon père menotté. Ensuite, ils l'ont forcé à baisser la tête pour le faire entrer dans une voiture de police. Derrière lui, on apercevait sa maison. Évidemment, je l'avais reconnu. J'ai perdu pied. Tout ce qui se passait n'avait aucun sens. J'essayais de comprendre comment tout ça était possible vu son métier. Je voulais à tout prix trouver des explications. Mais à cet instant, je n'en avais pas. Alors j'ai immédiatement appelé ma mère pour lui demander si elle était au courant de ce qui se passait. Personne ne m'avait prévenu. Laurie a découvert que son père était le pyromane à l'origine de tous ces incendies de la pire des manières, à la télévision. Elle l'a vu menotté à l'écran, avec le mot pyromane s'affichant en gros au-dessus de lui. Évidemment, Laurie était persuadée que son père était innocent. Elle l'aimait et il prenait son rôle de père à cœur. Pour elle, c'était un héros. Comment pouvait-il être un criminel ? J'étais dans la confusion la plus totale. Pas une seule seconde, je n'ai pensé que mon père pouvait être coupable des actes dont on l'accusait. Ça ne m'a pas effleuré un seul instant. Mais du coup, je n'arrivais pas à comprendre pourquoi il était arrêté. Ça n'avait aucun sens. D'ailleurs, je ne me suis pas vraiment affolée. Je pensais très bien le connaître. Pour moi, c'était forcément une erreur.
En décembre 1991, l'expert incendie John Orr est interpellé. Il est soupçonné d'être l'auteur de plusieurs incendies criminels. Quand il a été arrêté, j'étais convaincue que mon père était incapable d'avoir fait une chose pareille. Pour moi, c'était le capitaine des pompiers, un enquêteur hors pair, un homme respecté. C'était un héros. Il ne pouvait pas avoir commis des actes aussi malveillants. En fouillant le domicile et la voiture de John Orr, les inspecteurs trouvent des cigarettes, des allumettes, des élastiques en caoutchouc et du papier jaune ligné, soit tout le matériel utilisé pour fabriquer le fameux allume-feu. Il disait qu'on le rendait responsable de ces incendies, mais qu'il n'y était pour rien. Si on avait retrouvé ses empreintes, c'est parce qu'il avait participé à l'enquête. Il avait des explications pour tout, et elles avaient l'air crédibles. C'est vrai, il avait des allumettes, des cigarettes, des élastiques et du papier jaune dans sa voiture. Mais c'est parce qu'il organisait des formations sur les enquêtes incendies. Et moi, je trouvais ça plausible. C'était logique. Et comme il avait une justification pour chaque doute soulevé, je l'ai cru. Pour moi, il était innocent. John Orr a été libéré sous caution. Donc pour Laurie, il ne pouvait pas réellement avoir commis un acte aussi grave. Sinon, on ne l'aurait pas laissé rentrer chez lui. Alors à la suite de cet incident, elle est convaincue que toute cette histoire est un énorme malentendu, que tout va rentrer dans l'ordre et que son père est un homme bien. Après son arrestation, je suis allée le voir chez lui quand il était en résidence surveillée. Je lui ai posé des questions, mais il est resté très évasif. Il ne voulait pas me donner de détails. Il disait que ça faisait partie de sa défense. Il y avait des sujets qu'il n'avait pas le droit d'aborder. Il ne pouvait pas nous donner le nom de l'auteur de ces incendies. Il savait que c'était un pompier et il connaissait son identité, mais il ne pouvait pas nous la révéler. C'était un peu étrange. Et je me souviens avoir réalisé qu'il ne nous avait jamais dit qu'il était innocent. Il n'a jamais prononcé ces mots-là. Les autorités n'ont aucun doute. John Orr est l'homme qu'elles recherchent. Il est même soupçonné de crimes plus graves. Alors, avant même de constituer un dossier solide, les procureurs l'inculpent pour avoir allumé plusieurs incendies. Il plaide coupable. Son premier procès s'est terminé sur une négociation de peine et il a été incarcéré dans une prison fédérale. Les enquêteurs du comté de Los Angeles ont commencé à s'intéresser à d'autres incendies et ont réuni énormément d'éléments. Vers la fin de la peine d'emprisonnement de John en 1998, il a été assigné en justice dans le comté de Los Angeles. Il était accusé d'être l'auteur de 4 meurtres et de l'incendie qui a ravagé College Hills. Pour moi, c'était une gigantesque erreur. Et c'est ce qu'il me disait aussi. Un jour, tout s'éclaircirait, il sortirait de prison et on laisserait toute cette histoire derrière nous. Je croyais tout ce qu'il me disait. Pendant la première fouille du domicile de John, les enquêteurs trouvent le manuscrit d'un roman dont il est l'auteur. L'histoire d'un incendie qui a coûté la vie à 4 personnes en 1983. John Orr avait écrit un roman et il avait transmis le manuscrit à un pompier de Los Angeles. Cet homme avait déjà publié plusieurs livres et John le lui avait confié pour qu'il le relise. C'était une mine d'informations. Par la suite, un numéro de dossier a même été attribué à chacun des incendies mentionnés dans cette histoire. Et on a identifié des lieux précis en Californie pour chacun d'entre eux. John Orr comparaît le 7 mai 1998 à Los Angeles. Il est accusé du meurtre de 4 personnes décédées dans l'incendie d'un magasin de bricolage. Au tribunal, il était impossible d'ignorer la présence de John. Il participait activement à sa propre défense. Il ne se contentait pas de prendre des notes. Il parlait à ses avocats, il leur suggérait des questions à poser et leur donnait des conseils. Au procès, on voyait bien qu'il avait les réflexes d'un enquêteur studieux. Il cherchait les failles dans chaque récit pour pouvoir ensuite les retourner, les démolir et potentiellement sauver sa propre vie. Il était très secret. Quand il a été arrêté, je ne savais pas qu'il était écrivain, ni qu'il avait achevé un roman. Il y a beaucoup de choses que j'ignorais de lui et qui ont surgi au procès.
Il ne parlait pas de son travail ni de sa vie. Il s'est remarié et je ne l'ai appris qu'en allant lui rendre visite, quand il nous a dit « Je vous présente ma femme ». C'est assez étrange qu'un homme si attaché à son métier et attiré par le feu des projecteurs reste aussi discret avec ses enfants. On est en droit de s'interroger. Peut-être qu'au fond de lui, il avait bien conscience d'être un menteur, un imposteur. Et il y avait toujours des détails un peu trop personnels qui auraient fini par le trahir au sein de sa famille. Les proches de John sont au courant qu'il va être à nouveau jugé, mais ils ignorent pourquoi. Je voulais assister à la totalité du procès, mais il a refusé. Il ne voulait pas que je sois là. Il m'a dit, si tu y tiens, tu peux venir une journée, je te dirai quand. Au final, j'ai pu suivre 2 journées d'audience, probablement les plus ennuyeuses du procès. On n'a pas parlé des preuves ni des éléments qui l'accusaient. Les enquêteurs ont présenté le roman de John. Ils l'avaient tous lu. Ils ont comparé les événements décrits dans le texte aux circonstances de l'incendie du magasin de bricolage de South Pasadena. C'était une preuve assez convaincante. Les jurés n'ont pas mis longtemps à délibérer. Compte tenu de tout ce qu'ils avaient entendu, John était coupable de tous les faits qui lui étaient reprochés. Le grand jury fédéral déclare John Orr coupable des 4 meurtres. Quand les jurés ont annoncé qu'ils considéraient John Orr responsable de la mort de ces 4 personnes, le masque est tombé. Maintenant, il était John le meurtrier, John le pyromane, John le pauvre type. Il n'avait plus rien d'un héros. Je crois qu'il s'était résigné à subir une peine d'emprisonnement à perpétuité et peut-être même une condamnation à mort. Le verdict est tombé un vendredi. La journée était déjà bien avancée, il était presque 17 heures. Je patientais près de la radio parce que je savais qu'il était attendu ce jour-là. Il avait été jugé coupable. Plus précisément, coupable de meurtre. Ça m'a semblé complètement fou. Pendant toute la durée du procès, je n'avais pas réalisé que c'était un procès pour meurtre. Je pensais naïvement qu'il était jugé pour les incendies criminels qu'il était accusé d'avoir allumés. À ce moment-là, j'ai éclaté en sanglots. Je ne savais plus quoi faire. J'ai compris d'un seul coup qu'il ne m'accompagnerait pas jusqu'à l'hôtel, qu'il ne serait pas là pour les prochaines fêtes des pères, ni pour tous les autres événements importants de ma vie. Mes enfants ne le connaîtraient jamais. Tout ça m'a tétanisé. Le jury le déclare coupable. John Orr risque la peine de mort. Il se tourne alors vers sa fille Lori pour lui demander de l'aide. Elle doit témoigner en sa faveur pour lui sauver la vie. Je n'ai pas écrit mon témoignage à l'avance. Je me suis simplement préparée psychologiquement pour être capable de faire face à la situation. J'avais l'impression que c'était extrêmement important. Je n'avais pas droit à l'erreur. Je devais avoir l'air le plus responsable possible, malgré mon jeune âge. Il fallait que j'évite les impairs. Je devais faire très attention à mes gestes, à mes mots. Parce que si ça se passait mal, il tuerait mon père. C'est ce que je me disais. J'avais l'impression d'avoir sa vie entre les mains. Personne ne peut savoir ce que ça fait de défendre la vie de son père à 21 ans. Mais elle l'a sûrement fait de bon cœur et avec conviction. Elle l'aimait. C'est très important de comprendre que son but était de faire passer un message très clair aux gens qui l'entouraient. Cet homme avait de la valeur. Elle a certainement joué un rôle clé dans la décision finale du jury. Elle a fait pencher la balance contre la peine de mort. Un jour, Lori est entrée dans la salle d'audience. Elle s'est assise à la barre des témoins et elle a regardé le jury. La vie de son père dépendait de la sincérité de son témoignage. Quand ils m'ont appelé, je pouvais à peine marcher tellement je tremblais. Il était à ma droite et je l'ai regardé droit dans les yeux. J'imagine que je cherchais un peu de réconfort, parce qu'au fond de moi, j'étais terrifiée. Mais il s'est contenté de me fixer. Il n'a rien dit. Il n'a même pas tenté d'articuler quelques mots à voix basse. Inconsciemment, je m'attendais au moins à ce qu'il me dise « merci » ou « je t'aime », au point où j'en étais, n'importe quel mot aurait fait l'affaire. Mais il me dévisageait comme si j'étais quelqu'un d'autre, comme s'il ne me connaissait pas.
Il ne lui a même pas dit qu'il l'aimait. Il ne lui a pas fait un signe de tête pour la rassurer. Il y avait quelque chose de très cruel et d'égoïste dans sa façon de se comporter. Comme quand elle avait 13 ans et qu'elle avait besoin de lui. Mais il se fichait complètement de ses besoins. C'est la photo que j'ai présentée pendant mon témoignage pour lui éviter la peine de mort. On y voit mon fils jouer avec un camion de pompiers. J'ai expliqué que si on épargnait la vie de mon père, je le laisserais construire une relation avec lui au fil des ans. Je voulais aussi montrer qu'on était fiers de son métier, que c'était important pour nous, et réaffirmer qu'on ne voulait pas le faire sortir de notre vie. Lori était une jeune femme, et la vie de son père dépendait de son témoignage, de ce qu'elle allait dire au jury. Et Lori aimait son père. Pour elle, il était véritablement le héros qu'il prétendait être. Alors, elle n'avait aucun problème à regarder les jurés dans les yeux pour leur expliquer pourquoi elle pensait que la vie de son père avait de la valeur et méritait d'être sauvée. Et elle a su les convaincre. Après son témoignage, le jury a décidé que la peine de mort n'était pas justifiée pour John Orr. Mais il a tout de même été condamné à la réclusion à perpétuité. C'est un fardeau lourd à porter pour une jeune femme. Je suis allée lui rendre visite plusieurs fois en prison, surtout au début. Une fois, j'ai même emmené mon fils, quand il était encore tout petit. Mais je n'ai pas recommencé. Ce n'était pas un endroit pour un enfant. Ni même pour moi d'ailleurs. Ses visites à la prison étaient très pénibles. Il n'arrêtait pas de répéter qu'il ne pouvait rien dire, que tout était enregistré, et donc qu'il ne pouvait nous donner aucun détail. Il a affirmé qu'il n'y était pour rien dans la mort de ces 4 personnes. C'était un accident. En tout cas, c'est ce qu'il voulait nous faire croire. Mais dans son roman, Point de départ, il a écrit que ces 4 décès n'avaient aucune importance. Ces personnes étaient simplement trop stupides pour trouver la sortie. John Orr est en prison. Il a été jugé coupable du meurtre de 4 personnes dans un incendie qu'il a déclenché intentionnellement. Lori commence à voir son père sous un autre jour. Après avoir cru fermement à son innocence et l'avoir considéré comme un héros, j'ai mis du temps à accepter qu'il pouvait être coupable. Ça a été un processus assez long pour moi. Un expert incendie connaît mieux que personne la souffrance, le sentiment de perte et la désolation engendrée par ce type de catastrophe. Alors, pourquoi agirait-il ainsi? On arrête des pompiers pyromanes tous les ans. Mais à notre connaissance, John est le seul expert à avoir déclenché des incendies criminels. C'est très rare, parce qu'on constate tous les jours les conséquences de tels actes. Encore aujourd'hui, certains d'entre nous n'arrivent toujours pas à comprendre ses motivations. Pourquoi a-t-il fait ça? Qui aurait l'idée d'entrer dans un bâtiment et d'allumer un feu, sachant qu'il y a des gens à l'intérieur? Dans son manuscrit, il a même écrit que ces personnes méritaient de mourir parce qu'elles s'étaient comportées comme du bétail. Elles auraient dû savoir où était la sortie. Elles auraient dû être capables de s'échapper. Mais elles n'ont pas réussi. Elles étaient désorientées et apeurées. Certaines personnes paniquent face à un incendie. John a plaidé coupable d'incendie volontaire et il a été jugé responsable de la mort des 4 victimes. Mais il ne renonce pas à tenter de convaincre ses filles de son innocence. Même après sa condamnation, notre père continuait à nous jurer qu'il allait être libéré. Il allait faire appel. Il disait que ça s'annonçait bien, que son dossier était solide. Il réussirait à obtenir ce qu'il voulait. Aujourd'hui encore, 25 ans plus tard, il continue à dire qu'il va être libéré. Il prétend avoir un plan qui lui permettra de sortir de prison. Lori a du mal à accepter les divagations de son père et le verdict des procès.
Je lui ai écrit une lettre où je lui expliquais que j'avais mené ma petite enquête et que j'en avais déduit qu'il était coupable. Je voulais lui laisser une dernière chance de me convaincre de son innocence. Mais s'il ne parvenait pas à me persuader, alors je ne voulais plus entendre parler de lui. J'ai envoyé la lettre et j'ai reçu une réponse très rapidement. Il me répondait toujours assez vite. Il me disait « Tu verras que je suis innocent quand je sortirai de prison. » Et c'est tout. C'était un message très court, l'air de dire « Tu n'en croiras pas tes yeux ». Pour moi, c'était loin d'être suffisant. Alors je ne lui ai plus parlé pendant 13 ou 14 ans. Quand il a été incarcéré, Laurie a pris une décision mûrement réfléchie. Elle a coupé les ponts pendant plus de 14 ans. Imaginez qu'une personne que vous aimez profondément et que vous estimez disparaisse tout à coup de votre vie. C'est une expérience éprouvante. Pour elle, c'était une perte. Elle a dû faire le deuil de cette relation. En fait, je ne sais pas qui est mon père. Il souffre peut-être d'un dédoublement de la personnalité. Il serait tour à tour un homme détestable et une personne adorable. J'aurais tendance à croire que c'est le cas, parce qu'il a l'air parfaitement convaincu de son innocence. À mon avis, une partie de lui est véritablement persuadée de ne pas avoir commis ces crimes. Le problème, c'est qu'elle côtoie un monstre. Le nombre d'incendies que John a potentiellement déclenchés est vertigineux. Il se compte en milliers. On n'a aucun moyen de fournir un chiffre précis. Mais si on s'intéresse aux 5 années précédant la période d'activité de John et aux 5 années suivantes, les statistiques révèlent une diminution de 75% des incendies. En devenant mère à son tour, Laurie s'est mise à penser plus souvent aux victimes des crimes de son père. Je ne connaissais même pas leur nom. Tout ce que je savais, c'est qu'une grand-mère et son petit-fils avaient perdu la vie dans l'incendie. Ça m'avait frappée parce que j'avais un enfant en bas âge à l'époque. Ça m'a toujours hantée au fil des ans. J'ai souvent pensé à la femme qui avait perdu à la fois sa mère et son enfant dans le même incendie. Je ne pouvais pas imaginer sa souffrance. Mais je lui ai parlé récemment. Je l'ai retrouvée sur les réseaux sociaux. Je l'ai contactée et je lui ai expliqué qui j'étais. Je lui ai dit que j'avais toujours voulu lui présenter mes condoléances et que j'espérais qu'elle avait retrouvé de la joie dans sa vie après ce drame. Et on a eu un échange extraordinaire. C'est une femme incroyablement forte et très douce. Elle m'a dit qu'elle avait surmonté sa douleur et trouvé la paix, et que je devais moi aussi tourner la page. Ses propos m'ont beaucoup apaisée. Laurie est aussi une victime dans cette affaire. Elle a perdu le père qu'elle aimait et l'image qu'elle se faisait de lui a volé en éclats. Elle a dû se résoudre à accepter qu'il n'était pas le héros qu'elle voyait en lui, mais l'opposé. C'était un pyromane, un meurtrier, un criminel. Elle a aussi été privée de l'avenir qu'elle pensait avoir avec lui. Il ne serait jamais un grand-père attentionné. Toutes les certitudes qu'elle avait sur sa vie se sont effondrées. J'en ai conclu qu'il n'était pas vraiment la personne que j'ai connue petite. Il se contentait de jouer un personnage. Sa véritable personnalité, c'était celle qui commettait tous ces crimes. Celle qui m'angoisse et qui, pendant des années, n'a communiqué avec moi que pour tenter de me manipuler et se servir de moi. Mon père était cette personne-là. C'était ça son vrai visage. John Orr jouera toujours les victimes. Il n'avouera jamais ses crimes parce qu'il n'a aucun intérêt à le faire. S'il reconnaît sa culpabilité, alors le monde entier saura qu'il n'est qu'un lâche. Il restera toujours quelqu'un à convaincre de son innocence. Alors il préfère se refuser à avouer la vérité. Tant qu'il y aura autour de lui des gens à manipuler pour les amener à croire que le récit qu'il a inventé est la vérité, ça vaudra le coup.
Le fait d'avoir un père me manque. Le père que j'aurais aimé qu'il soit me manque. Mais il n'a jamais été celui dont je rêvais, que j'espérais. Il y a quelques photos de moi avec mon père quand j'étais petite, où je suis sur ses genoux. Ça donne une idée de la relation qu'on avait à l'époque. Moi, j'étais naïve. J'aimais passer du temps avec mon papa et qu'il s'intéresse à moi. John Orr est clairement quelqu'un de très dangereux. C'est un manipulateur, un escroc, mais surtout, il trouve du plaisir dans la destruction. Et quand on se réjouit de la dégradation de l'environnement et qu'on considère que la vie n'a aucune valeur, on mérite de passer le restant de ses jours en prison. Quand je vois ces photos, je me dis qu'il y a peut-être réellement eu une époque où il avait de l'affection pour moi. En tout cas, suffisamment pour se soucier de moi. Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que ça lui est complètement égal. Alors ça me rappelle simplement qu'à un moment de ma vie, mon père m'a aimé. Si je devais le décrire maintenant, je dirais qu'il est complètement irrationnel. Il est fou. Il est aussi insensible, en colère et méchant.